Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc, nous allons maintenant parler de la composition des vitesses. Alors nous l'avons vu, avec les transformations de Galilée, la composition des vitesses des transformations de Galilée n'est pas compatible avec une vitesse c invariante. Donc de toute évidence, dans le cas des transformations de Lorentz, la composition des vitesses doit être différente. La question c'est comment? Alors, comme d'habitude, nous prenons trois repères, K, K' et K seconde, avec une seule direction, ici ça nous suffira, X, X', X seconde, qui sont collinéaires et qui sont de les origines coïncides, donc égales à 0, en T égale T' égale T seconde égale 0. K' se déplace dans K à la vitesse U, K seconde dans K' à la vitesse V, et K seconde se déplace dans K à la vitesse W. Alors, on définit alors les facteurs gamma, gamma prime et gamma seconde. C'est le facteur gamma que nous connaissons pour la vitesse U, V et W. On peut alors écrire les transformations. Pour K et K', on a X' égale gamma X moins UT, et T' égale gamma T moins gamma U sur C carré fois X. On a de même, pour entre K' et K seconde, X seconde égale gamma prime, cette fois-ci, X' moins VT, et une relation pour T seconde, on n'en aura pas besoin. Et de même, entre K et K seconde, on a X seconde égale gamma seconde fois X moins WT. Nous savons que si on combine les transformations de K à K' et de K' à seconde, on doit retrouver la transformation de K à K seconde. C'est le postulat de groupe. Et pour le voir, remplaçons ces relations pour X', T' dans la relation pour X seconde en fonction de X'. On obtient alors X seconde égale gamma prime fois gamma X moins UT moins V fois gamma T moins gamma U sur C carré X. Voilà. Et on doit donc retrouver cette relation-là. En particulier, le terme proportionnel à T doit être en gamma seconde moins W gamma seconde. Donc, on obtient que on obtient ainsi que W doit être égal à gamma prime fois gamma fois U plus gamma prime gamma V. Et après avoir explicité les facteurs gamma, on obtient simplement U plus V sur 1 plus UV sur C carré. On voit donc que par rapport à la transformation de Galilée, il y a un dénominateur en plus. Il est possible également d'obtenir une relation plus générale pour des vitesses quelconques dans l'espace, des vitesses qui ne sont pas nécessairement collinéaires, des vitesses à angle droit ou avec un certain angle. On peut obtenir une relation générale, elle est simplement nettement plus compliquée, nettement plus lourde. En général, on n'en a pas besoin. On peut aussi demander que se passe-t-il dans le cas d'un mobile. Un mobile qui, dans K et K' se déplace à une certaine vitesse. Comment se comporte
le changement de vitesse en passant de K à K'. En fait, c'est exactement la même chose parce que il suffit d'attacher un référentiel K secondes à l'objet en question. Et donc, on retrouve exactement les mêmes résultats. Notons aussi que lorsque U et V sont très petits par rapport à la vitesse de la lumière, alors ce terme-là est très petit par rapport à 1. Et donc, dans ce cas-là, W est environ égal à U plus V. Donc, pour des vitesses très petites, on retrouve les transformations de Galilée, ce qui est tout à fait attendu, évidemment. Ce n'est que pour des vitesses U et V grandes, proches de la vitesse de la lumière, que l'on obtient des différences et qu'on doit inclure ainsi des corrections dites corrections relativistes. Notons aussi que si U est égal à C ou V égale à C, à ce moment-là, la relation donne W égale C, ce qui est conforme à l'invariance de la vitesse C. Heureusement. Enfin, si U et V sont inférieurs à la vitesse de la lumière, alors cette relation montre que W est inférieur à la vitesse de la lumière, inférieur à C. Vitesse de la lumière dans le vide, bien entendu. Donc, aucune combinaison de vitesse ne permet d'atteindre la vitesse de la lumière, et encore moins de la dépasser. Pour avoir la vitesse de la lumière, il faut avoir un phénomène natif ayant déjà une vitesse de la lumière, et qui reste alors invariante. La lumière dans le vide, bien entendu. Et de même, si on voudrait avoir une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, on ne pourrait pas l'obtenir en combinant des vitesses normales, on ne pourrait l'avoir qu'avec un phénomène physique qui irait plus vite que la vitesse C. C'est quelque chose sur lequel nous reviendrons. On peut appliquer ce résultat-là à quelque chose que nous avons vu. C'est l'expérience de Fizeau pour la mesure de la vitesse de la lumière dans de l'eau en mouvement. Résultat qui, à l'époque, avait donné un résultat qui était assez étrange. Dans l'eau, la vitesse de la lumière est C divisé par M. M, l'indice de réfraction. C'est ce que montre l'optique et la mesure. Dans de l'eau immobile. Mais l'eau, ça c'est la vitesse par rapport à l'eau. Et l'eau elle-même se déplace à la vitesse V. Donc, dans le laboratoire, on doit combiner les deux vitesses, la vitesse de l'eau plus la vitesse de la lumière dans l'eau, et on obtient dans le laboratoire C sur M plus V sur 1 plus V sur C carré N. Alors, cette relation n'est pas facile à transformer, mais on peut la développer en série, en des termes constants, plus un terme proportionnel à V, plus un terme proportionnel à V carré, etc., etc. Et comme la vitesse V de l'eau est très petite par rapport à la vitesse de la lumière, dans ce développement, on peut négliger les termes en V carré sur C, qui sont très très petits. Alors, je vous donne le résultat, vous pouvez vous amuser à faire le développement en série. On obtient donc que V est approximativement C sur M plus V fois 1 moins V sur Cm. Et après multiplication, on obtient Cm plus V fois 1 moins 1 sur M carré. Excusez-moi, il n'y a pas de carré ici, puisque la vitesse c'est C sur M. Et ça,
C'est exactement le résultat qui a été trouvé par Fizeau. Donc la relativité retrouve et explique les observations de Fizeau. Fizeau, à l'époque, ne connaissait pas la relativité, pensait qu'il existait un éther, donc il avait imaginé un entraînement de l'éther par l'eau, un entraînement partiel, et n'avait pas essayé de justifier ce terme étrange d'entraînement en 1 sur n carré. Maintenant, nous savons, il n'y a pas d'éther luminifère. Par contre, la vitesse de la lumière dans l'eau est c sur n inférieure à c. Et cette vitesse, plus petite que c, n'est pas invariante. Et c'est la composition relativiste des vitesses qui conduit à ce terme bizarre de 1 sur n carré. Et donc, on a enfin l'explication des résultats de Fizeau. Voilà pour la composition des vitesses. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons un effet classique qui est l'effet Doppler, qui est un effet qu'on rencontre en physique classique. Je ne demande pas à ce qu'on le connaisse à l'avance, parce que nous allons voir ça en détail. C'est d'ailleurs pas si compliqué. Nous étudierons évidemment l'effet Doppler dans le cas de la relativité. Je vous remercie.